Bonjour, je m'appelle Madame Hélène Dubois et j'ai 84 ans. Je vous parle depuis la caravane numéro 7 du Cirque Lumière de Paris, installée ici, au bord de la route entre Orléans et Tours. C'est Camille, la trapéziste, qui tient le téléphone pour moi. Cette jeune fille qui m'a vue pleurer 3 nuits de suite et m'a dit « Madame Hélène, votre voix ne peut pas se perdre dans le silence. Je n'ai jamais pensé apparaître dans une vidéo. Je suis du temps des lettres manuscrites à l'encre et des billets laissés entre les pages d'un livre. Mais il y a des histoires qui, si on ne les raconte pas, finissent oubliées sous le chapiteau de la vie. Et la mienne ne sera pas oubliée. On m'a amené ici un dimanche de ciel clair, en disant que nous allions faire un voyage en famille. J'ai mis mon rouge à lèvres rose. J'ai enfilé ma robe bleue à petites fleurs. C'est juste une promenade, maman, ont-ils dit. Et j'y ai cru. J'y ai cru parce qu'une mère y croit. Jusqu'au moment où ils m'ont laissé devant le cirque. Le bruit de la toile qui claque au vent, l'odeur de caramel dans l'air, des clowns qui appellent les enfants à entrer. Et moi, là, mon sac à la main, regardant mes enfants s'éloigner sans un regard en arrière. Le bienvenu que j'ai entendu n'est pas venu d'eux. Il est venu d'un jongleur qui m'a tendu la main et a dit « Ici, madame, vous n'êtes pas seule. Avant de vous raconter comment s'est passée cette journée, vous devez savoir qui je suis. J'ai été institutrice dans une petite école rurale de la région de la Loire pendant plus de 40 ans. J'ai appris à 3 générations à transformer les lettres en avenir. J'ai élevé 2 enfants seuls après le départ de mon mari, Henri Dubois. Ils ont des diplômes et des appartements à Paris. J'ai des souvenirs et des cicatrices au cœur. Aujourd'hui, depuis une caravane colorée, avec une odeur de sueur et des rires en fond sonore, je vais vous raconter comment une mère devient un poids, comment un voyage devient un abandon, et comment, par ironie, c'est au cirque, lieu d'illusion, que j'ai trouvé de vraies personnes. Parce que mon histoire commence par un mensonge, mais elle ne se termine pas ainsi. Le bruit de la portière de la voiture qui claque fut sec, définitif. Un clic métallique qui résonna dans l'air froid de la fin d'après-midi, tranchant avec le murmure lointain d'une mélodie de carrousel. Pendant un instant, Hélène Dubois resta immobile sur la banquette arrière, ses doigts fins et ridés encore posés sur le fermoir de son sac en cuir. Elle observa la silhouette de son fils, Jean, contourner le capot du véhicule, son visage un masque indéchiffrable contre la lueur crépusculaire. De l'autre côté, sa fille, Claire, était déjà sur le trottoir, ajustant son écharpe d'un geste rapide et nerveux. « Attends ici, maman. Juste une petite minute. » La voix de Claire flotta à travers la vitre, étouffée et lointaine. Hélène acquiesça pour elle-même, bien qu'il ne pût s'en la voir. 1 minute, bien sûr. Elle arrangea sa robe du dimanche, un tissu bleu marine à petites fleurs blanches, sa préférée. Elle l'avait choisie avec tant de soin pour le voyage en famille. Une surprise, avait-il dit. Une journée pour se promener, pour s'amuser. L'idée l'avait réchauffée de l'intérieur toute la semaine. La voiture était garée dans une rue de gravier, bordée d'arbres dont les feuilles commençaient à prendre les teintes de l'automne. Devant elle, se dressait un immense chapiteau rayé de rouge et de blanc, couronné de fanions qui dansaient au gré d'une brise glaciale. Des lumières colorées clignotaient autour de l'entrée, promettant un monde de magie et de spectacle. Un cirque. C'était une surprise un peu enfantine, pensa Hélène avec un sourire contenu, mais c'était l'intention qui comptait. Jean ne regarda pas en arrière. Il rejoignit Claire sur le trottoir. Ils échangèrent quelques mots précipités, les épaules tendues. Jean tendit quelque chose à Claire. Une petite valise. La valise d'Hélène. Elle fronça les sourcils, confuse. Pourquoi sortir sa valise pour une promenade d'une journée? Le moteur de la voiture tournait toujours. Un bourdonnement bas et constant. Puis, elle vit. Claire posa la valise par terre, à côté d'un portail en fer forgé. Jean sortit un portefeuille de sa poche, vérifia quelque chose à l'intérieur et le rangea. Ils se retournèrent, et une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers le pare-brise. Il y avait quelque chose sur le visage de Jean, un mélange de culpabilité et de sombre détermination. Sur celui de Claire, une lueur de panique contenue. La voiture enclencha une vitesse. Le cœur d'Hélène fit un bond douloureux, un oiseau effrayé battant contre ses côtes. Non, ce n'était pas possible. C'était une erreur, une mauvaise plaisanterie. La voiture commença à bouger lentement, les roues crissant sur le gravier. Elle porta la main à la poignée, mais ses doigts semblaient un fait de plomb. Le paysage se mit à glisser par la fenêtre, le chapiteau du cirque, le portail en fer, sa petite valise solitaire sur le trottoir, et ses enfants.
ses enfants qui partaient. La voiture tourna au coin de la rue, son feu arrière rouge clignotant une dernière fois avant de disparaître. Le bourdonnement du moteur fut avalé par le silence grandissant, ne laissant derrière lui que la musique lointaine du carrousel et le sifflement du vent. Hélène Dubois, 84 ans, ancienne institutrice, veuve, mère, grand-mère, était seule. La petite minute de Claire s'était étendue en une éternité glaciale. La vérité, cruelle et incompréhensible, commença à s'infiltrer dans son esprit, aussi froide que l'air qui semblait maintenant pénétrer ses os. Le voyage en famille n'était pas une promenade, c'était juste pour l'amener jusque-là. La destination finale n'était pas un lieu de divertissement, mais d'abandon. Il l'avait laissée, devant un cirque, comme un paquet indésirable déposé sur un seuil quelconque. Avant que le son de la portière de la voiture ne devienne la bande-son de sa trahison, la vie d'Hélène Dubois était un tissu de routine tranquille et de souvenirs bien gardés. Elle vivait dans une petite maison en pierre aux abords de Tours, la même maison où elle avait élevé ses enfants et où le fantôme aimant de son mari, Antoine, semblait encore errer dans les couloirs. Le jardin, son sanctuaire, était un testament de sa patience et de son dévouement. Les rosiers qu'Antoine avait plantés 50 ans plus tôt fleurissaient encore chaque printemps, leurs pétales d'un ton de velours cramoisi qu'Hélène soignait avec une dévotion presque religieuse. Elle avait été l'institutrice du village pendant 40 ans. Son écriture, élégante et ferme, avait rempli des tableaux noirs et corrigé les cahiers d'innombrables enfants. Elle avait appris l'alphabet au père, et plus tard, à leur fils. C'était une figure de respect, Madame Dubois, la femme qui portait le savoir et la gentillesse dans le même regard. Ses jours de retraite étaient remplis de rituels simples. Le petit déjeuner avec la fenêtre de la cuisine ouverte sur le jardin, la lecture du journal local, la correspondance avec d'anciens élèves dispersés dans le monde, et surtout, l'attente des visites de Jean et Claire. Jean, l'aîné, était architecte à Paris, un homme pragmatique, toujours pressé, dont l'affection se manifestait par des solutions pratiques. Il appelait le dimanche, la voix un peu impatiente, demandant si elle avait besoin de quelque chose, si les factures étaient impayées, si le toit n'avait pas de fuite. Ses visites étaient rares, marquées par un agenda chargé et une agitation visible. Il regardait sa montre constamment, comme si le temps passé dans le calme de la maison de son enfance était un temps volé à sa vie importante dans la grande ville. Claire, quant à elle, vivait plus près, à Orléans. Elle était mariée, avec 2 enfants adolescents, et sa vie semblait une course constante entre le travail, l'école des enfants et les obligations sociales. Elle était plus émotive que Jean, mais sa tendresse était enveloppée d'une couche de stress chronique. Quand elle venait, elle passait la plupart de son temps au téléphone, à résoudre des crises de travail ou de famille. « Maman, tu ne comprends pas à quel point la vie est compliquée aujourd'hui », disait-elle en soupirant, tandis qu'Hélène lui servait une part de sa fameuse tarte aux pommes. Hélène comprenait plus qu'il ne l'imaginait. Elle comprenait la solitude qui se cachait derrière la hâte de Jean et l'épuisement qui nourrissait l'anxiété de Claire. Elle se souvenait 2 enfants, courant pieds nus dans son jardin. Jean, les genoux toujours écorchés, construisant des villes imaginaires avec des branches et des pierres. Claire, avec ses tresses blondes, lisant des contes de fées à l'ombre du vieux pommier. Où s'étaient perdus ces enfants? Quand l'amour était-il devenu une obligation? Une tâche à cocher sur un calendrier surchargé? L'idée du voyage en famille avait surgi 2 semaines plus tôt, lors d'un appel conjoint. Chose rare, la voix de Jean semblait faussement enjouée. « On a pensé à faire quelque chose de différent, maman. T'emmener en promenade, une journée entière rien que pour nous. Une surprise. » Claire avait complété, avec une douceur qui sonnait un peu étudiée. « Tu le mérites, maman. Une pause dans ta routine. » Le cœur d'Hélène s'était rempli d'une joie presque enfantine. La perspective d'avoir ses 2 enfants ensemble, dévoués à elle pour une journée entière, était un cadeau plus précieux que n'importe quel bijou. Elle avait passé les jours suivants dans un nuage d'anticipation. Elle avait choisi sa robe, nettoyé la maison impeccablement, même en sachant qu'il serait assorti. Dans la poche de son manteau, elle avait glissé le mouchoir en lin blanc, brodé de petites violettes, qu'Antoine lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage. C'était son talisman, un morceau de son passé heureux. Ce matin-là, quand ils étaient arrivés, elle les avait embrassés sur la joue, le parfum cher de Claire se mêlant à la lotion après rasage de Jean. Il semblait tendu, mais elle avait mis cela sur le compte de la hâte de prendre la route. Elle n'avait pas vu, ou peut-être n'avait-elle pas voulu voir,
la façon dont ils évitaient son regard. Le crépuscule se fondit dans une nuit profonde et veloutée, parsemée d'étoiles froides et lointaines. Les lumières colorées du cirque, qui semblaient joyeuses auparavant, projetaient maintenant des ombres dansantes et grotesques sur le terrain vague. La musique du carrousel s'était enfin tue, et le seul son était le bruissement du vent dans les toiles du grand chapiteau, un son qui ressemblait à un long soupir mélancolique. Hélène resta assise sur le banc en bois usé pendant un temps qu'elle ne sut mesurer. Le froid avait commencé à s'infiltrer dans son manteau fin, remontant le long de ses jambes pour s'installer dans ses os. Chaque rafale de vent semblait murmurer les mêmes mots. Seule, abandonnée, oubliée. L'incrédulité initiale avait laissé place à une douleur creuse et profonde, une blessure qui ne saignait pas mais qui glaçait son cœur de l'intérieur. Les quelques familles qui se promenaient encore sur le site se dispersèrent. Les lumières s'éteignirent une à une, comme des bougies soufflées. Un homme robuste ferma le portail principal avec un bruit de chaînes et de cadenas, sans même remarquer la petite silhouette recroquevillée sur le banc près de la billetterie fermée. Le cirque, avec ses promesses de joie, se fermait pour la nuit, et elle était dehors. La peur, une visiteuse indésirable, commença à s'installer. C'était une peur primaire, la peur du noir, de l'inconnu, de la vulnérabilité. Elle était une femme de 84 ans dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, sans téléphone, avec seulement quelques euros dans son sac et un mouchoir brodé qui ne pouvait la réchauffer. Les larmes qu'elle avait retenues avec tant de force commencèrent à lui brûler les yeux. Mais elle ne pleura pas. Pleurer semblait un aveu de défaite, et quelque chose en elle, une étincelle de son ancienne résilience d'institutrice, refusait de s'éteindre. Elle se leva, ses articulations protestant contre le froid et l'inactivité. Elle longea lentement la clôture en fer, ses doigts traçant les barreaux froids. Sa petite valise était toujours là, un monument silencieux à la trahison de ses enfants. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, Claire avait rangé quelques vêtements de rechange, ses médicaments pour la tension, un livre de poèmes de Verlaine et une enveloppe. Les doigts tremblants, Hélène ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une somme d'argent considérable et un billet, écrit de la main pressée de Jean. « Maman, pardonne-nous, c'était la seule solution. La vie est devenue impossible. Nous n'avions plus les moyens de nous occuper de toi. 6 juin, le contact d'une maison de retraite à Lyon, le Bon Repos. Ils sont très bien. Ils ont dit qu'ils avaient une place. Cet argent est pour les premiers frais et pour le taxi. C'est mieux pour tout le monde. Avec amour, Jean et Claire. Mieux pour tout le monde. » Les mots la frappèrent avec la force d'une gifle. Ils ne l'avaient pas seulement abandonnée. Ils avaient tout planifié. La maison de retraite, l'argent, le billet, le voyage en famille, avaient été une farce méticuleusement construite pour la déposer. Sans confrontation, sans larmes, à un point de départ pour son exil. La froideur du plan était plus cruelle que n'importe quel acte de colère. Hélène froissa le billet dans sa main. Le papier se plissa, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Elle regarda le chapiteau du cirque, un géant endormi sous le ciel nocturne, un lieu d'illusion, de faux semblants. C'était peut-être approprié. Sa vie de famille s'était également révélée être une grande illusion. Elle referma la valise et se rassit, mais cette fois, quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, un poids sur son âme, mais elle était maintenant mêlée à une étincelle d'indignation. Il l'avait sous-estimée. Il pensait qu'elle était fragile. Un problème à résoudre. Un colis à expédier. Ils avaient oublié qui elle était. Hélène Dubois n'était pas une vieille dame sans défense. C'était une survivante. Elle avait survécu à une guerre, à la perte d'un mari bien-aimé, à des décennies de défis. Elle survivrait à cela aussi. La nuit serait longue et froide, mais le matin viendrait. Et quand il viendrait, elle déciderait de son propre destin. L'aube arriva comme une aquarelle grise, tachant le ciel oriental. Une fine brume s'accrochait au sol, enveloppant les caravanes et les roulottes du cirque d'un voile fantomatique. Hélène n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit assise, enveloppée dans son manteau, observant les ombres bouger et écoutant les bruits de la nuit laisser place aux premiers chants des oiseaux. Le froid l'avait rendue raide, mais son esprit était étonnamment clair. C'est alors qu'elle le vit. Une silhouette émergea de l'une des caravanes, se déplaçant avec la lenteur de quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules. C'était un homme âgé, peut-être un peu plus jeune qu'elle, avec une touffe de cheveux blancs en désordre qui dépassait sur les côtés de son crâne chauve. Il portait une salopette large et usée par-dessus une chemise en flanelle.
Ce qui frappa le plus Hélène, c'était son visage. Même à distance, elle pouvait voir les rides profondes de tristesse gravées autour de ses yeux et de sa bouche, un contraste saisissant avec les restes de peinture de clowns blanches et rouges qui tachaient encore sa peau. L'homme se dirigeait vers l'entrée du cirque, une tasse fumante à la main. Il s'arrêta brusquement en voyant Hélène. Ses yeux, d'un bleu étonnamment vif, s'écarquillèrent un instant. Il l'observa, la tête penchée, comme un oiseau curieux. Hélène eut l'envie de se recroqueviller, de se rendre invisible, mais la raideur de ses membres la maintint en place. Elle se contenta de le regarder en retour, le menton relevé dans un défi silencieux. Il s'approcha lentement, ses pas prudents sur le gravier humide. Il ne dit rien au début. Il s'arrêta simplement à une distance respectueuse et l'étudia. Son regard n'était pas celui du jugement, mais d'une compassion profonde, presque douloureuse. C'était le regard de quelqu'un qui connaissait intimement la tristesse. « Une nuit froide pour admirer l'architecture de notre petit palais de toile, madame, » dit-il enfin. Sa voix était grave et un peu rauque, mais douce. « En effet, » répondit Hélène, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. L'homme esquissa un petit sourire, un mouvement qui n'atteignit pas ses yeux. « Je m'appelle Auguste. Et la tasse dans ma main contient le meilleur café que l'on puisse faire avec de l'eau bouillie dans une bouilloire cabossée. Vous me semblez être quelqu'un qui pourrait apprécier un tel mets. » Hélène hésita. La méfiance était une réaction naturelle. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de ce clown aux yeux tristes qui la désarma. Elle hocha légèrement la tête. Auguste s'éloigna et revint quelques minutes plus tard avec une deuxième tasse, tout aussi ébréchée, mais pleine du liquide sombre et aromatique. Il la tendit à Hélène, leurs doigts se frôlant un bref instant. Ses mains à lui étaient calleuses, mais chaudes. La chaleur de la tasse se propagea à travers ses doigts glacés, un soulagement immédiat et réconfortant. Ils burent en silence pendant un moment, regardant le soleil levant peindre le ciel de teintes roses et orangées. Le silence n'était pas gênant, mais complice. Les artistes de cirque apprennent à lire le public, dit Auguste en brisant le silence. Mais nous apprenons aussi à lire les gens en dehors de la piste. Et vous ne me semblez pas être une spectatrice arrivée trop tôt pour le spectacle. Il marqua une pause, le regard fixé sur l'horizon. Vous me semblez être quelqu'un qui a été laissé derrière une fois le spectacle terminé. Ces paroles étaient si justes, si proches de la vérité, qu'Hélène sentit une boule se former dans sa gorge. Elle prit une autre gorgée de café pour dissimuler son émotion. « Mon spectacle ?» commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « C'est terminé hier soir, quand la voiture de mes enfants a tourné au coin de la rue. » Auguste ne montra aucune surprise. Il se contenta d'acquiescer, comme s'il écoutait l'histoire la plus banale qui soit. « Ah, les enfants !» murmura-t-il. « Ils sont notre plus grand tour de magie, et parfois, notre plus cruel tour de passe-passe. » Il la regarda, et pour la première fois, une lueur de chaleur sincère apparut dans ses yeux tristes. « Venez, la cuisine de notre campement est humble, mais elle est chaude. Personne ne devrait commencer une nouvelle journée l'estomac vide et le cœur gelé. » Pour la première fois depuis de longues heures, Hélène ne se sentit pas complètement seule. Elle se leva, acceptant la main qu'Auguste lui tendait. La main du clown était forte et ferme, et tandis qu'il la guidait à travers le portail désormais ouvert vers le monde endormi du cirque, elle sentit que peut-être, juste peut-être, le rideau n'était pas complètement tombé sur son dernier acte. Le cœur du cirque n'était pas le grand chapiteau, mais un campement chaotique et vibrant à l'arrière, un labyrinthe de caravanes colorées, de cordes à linge, et une odeur persistante de sueur, de café et d'animaux. Auguste guida Hélène à travers ce monde miniature où la vie commençait à s'éveiller. Une femme aux longs cheveux sombres brossait la crinière d'un cheval d'un blanc immaculé. Un jeune homme s'entraînait à jongler avec des pommes en croquant une de temps en temps en plein lancer. Personne ne sembla surpris par la présence d'Hélène. Ils se contentèrent de saluer Auguste d'un signe de tête familier. La cuisine était une grande tente ouverte, avec de longues tables en bois et un fourneau à bois industriel où une immense marmite de bouillie bouillonnait. La chaleur et l'odeur de cannelle et de pain grillé enveloppèrent Hélène comme une étreinte. « Voici Monsieur Bastien Dubois », dit Auguste, présentant Hélène à un homme imposant qui se tenait près du fourneau, remuant la bouillie avec une cuillère en bois de la taille d'une rame. Monsieur Dubois était un homme qui semblait avoir été taillé dans du chêne, grand, les épaules larges, avec une épaisse barbe poivre et sel, et des mains qui paraissaient capables de dompter des lions, ce que, Hélène l'apprendrait plus tard, il faisait. Ses yeux, cependant, étaient d'un marron vif et intelligent. Il la toisa de la tête aux pieds,
son regard s'arrêtant un instant sur la valise à côté d'elle. Le fait que leur nom de famille soit identique flotta dans l'air comme une étrange coïncidence. « Auguste l'a trouvée dehors », expliqua le clown. « Elle a passé la nuit sur le banc. Bastien Dubois ne dit rien. Il servit simplement un bol fumant de bouillie et le posa devant Hélène, accompagné d'un morceau de pain. C'était un geste qui n'invitait à aucun refus. Hélène s'assit et commença à manger. La nourriture chaude était un baume pour son corps et son âme. Tout en mangeant, elle raconta son histoire, pas en détail, pas avec la douleur brute de la nuit précédente, mais avec la clarté et l'objectivité d'une institutrice relatant un fait. Elle parla du voyage en famille, de la voiture qui partait, du billet. Elle ne pleura pas et ne laissa pas sa voix vaciller. Il y avait dans son récit une dignité qui forçait le respect. Quand elle eut terminé, un silence pesant s'installa sur la table. Auguste regardait sa tasse, le visage mélancolique. Bastien, les bras croisés, l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Une sacrée histoire, Madame Dubois, » dit-il enfin, sa voix un tonnerre contenu. Le monde extérieur manque de plus en plus de loyauté. Il marqua une pause, le regard perdu un instant. « Le cirque n'est pas un refuge pour les démunis. Nous sommes une famille, oui, mais une famille qui travaille dur. Chacun ici a une fonction, un but. De l'homme qui nettoie la cage des lions au trapéziste qui risque sa vie sous le dôme. » Hélène comprit le message implicite. Il ne pouvait pas simplement l'accueillir par pitié. Elle posa sa cuillère à côté du bol vide et se redressa. « Je ne cherche pas la charité, monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix retrouvant l'autorité de ses jours de classe. « Je ne cherchais qu'un peu de chaleur et un café. Je vous remercie pour les deux. » Elle se prépara à se lever. « J'ai de l'argent. Je vais trouver un hôtel en ville et ensuite, je déciderai quoi faire. » Bastien leva la main, un geste qui la fit s'arrêter. Il l'étudia un long moment de plus. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la clarté de son regard, qui l'intriguait. Ce n'était pas une femme brisée, c'était une femme mise à l'épreuve. La ville la plus proche est à 10 kilomètres. Il n'y a pas de taxi qui passe par ici à cette heure, dit-il d'un ton pratique. Restez, au moins pour aujourd'hui. Reposez-vous. Personne portant le nom de Dubois ne sera chassé de mon cirque avant le petit déjeuner. Un fantôme de sourire joua sur ses lèvres sous son épaisse barbe. Auguste vous montrera une caravane vide où vous pourrez vous installer. Après, on verra. Ce n'était pas une promesse, ni même une offre. C'était une trêve. Hélène accepta d'un signe de tête. Tandis qu'elle suivait Auguste hors de la tente cuisine, elle sentit le regard de Bastien Dubois dans son dos. C'était le regard d'un dompteur de lions évaluant une nouvelle créature dans son arène. Pas une menace, mais un mystère à comprendre. Et Hélène, pour la première fois depuis le départ de la voiture, sentit que peut-être elle avait trouvé un endroit où sa force, et non sa fragilité, serait reconnue. La caravane qu'Auguste lui montra était petite et ancienne, mais impeccablement propre. Elle sentait la lavande et la cire d'abeille. Il y avait un petit lit, une table pliante et une fenêtre donnant sur un champ où les chevaux du cirque paissaient paisiblement. Pour la première fois depuis plus de 24 heures, Hélène ressentit une vague d'épuisement l'envahir. Elle s'allongea sur le lit étroit et s'endormit presque instantanément, d'un sommeil profond et sans rêve. À son réveil, le soleil était haut dans le ciel et les bruits du cirque en pleine activité l'entouraient. La musique des répétitions, les cris des soigneurs, les rires des enfants. Un instant, elle se sentit désorientée, mais la réalité de sa situation lui revint rapidement. Cependant, la panique de la nuit précédente avait été remplacée par un calme résolu. Elle ne pouvait pas rester là en tant qu'invitée. Sa fierté et toute une vie d'autonomie ne le lui permettraient maintes pas. Après s'être arrangée du mieux qu'elle pouvait, elle sortit de la caravane, déterminée à trouver un moyen de se rendre utile. Sa quête la mena à une grande roulotte en bois, dont les portes arrière ouvertes révélaient un intérieur qui était un kaléidoscope de couleurs. Des tissus de soie, des paillettes, des velours et des tulles débordés de boîtes et de portants. C'était l'atelier des costumes, le domaine d'une petite femme énergique, nommée Madame Rosa, une couturière espagnole aux doigts agiles et à la langue acérée, qui était en pleine discussion animée avec un acrobate, à propos de l'ajustement de son pantalon à paillettes. Hélène attendit patiemment. Quand la discussion fut terminée, elle s'approcha. « Excusez-moi, madame, » dit-elle. Madame Rosa se retourna, ses yeux sombres et perçants l'évaluant. « Oui, je m'appelle Hélène Dubois. Je suis de passage, » commença Hélène, choisissant ses mots avec soin.
J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de travail. Dans une autre vie, je cousais beaucoup. Pour mes enfants, pour ma maison. J'ai les mains sûres et un bon œil pour les détails. » Rosa haussa un sourcil, sceptique. Elle prit une tunique en soie dorée d'une pile. La manche était déchirée et plusieurs paillettes s'étaient détachées. « Réparez-moi ça. » Sans laisser de traces sur le tissu et avec des coutures invisibles. C'était clairement un test. Hélène prit la tunique. Le tissu était délicat, mais familier. Elle trouva une boîte à couture, sélectionna une aiguille fine et un fil de soie dorée parfaitement assorti. Elle s'assit sur un tabouret dans un coin, sous la lumière qui entrait par la porte de la roulotte, et se mit au travail. Ses doigts, bien que ridés par l'âge, bougeaient avec une précision et une grâce oubliées. Chaque point était petit, uniforme, disparaissant dans l'éclat du tissu. Elle ne se contentait pas de réparer une déchirure. Elle restaurait une pièce de fantaisie, un morceau de rêve. Le monde autour d'elle disparut. Il n'y avait plus qu'elle, l'aiguille, le fil et le tissu. C'était une tâche concentrée, tangible, un antidote à la confusion chaotique de ses émotions. Quand elle eut terminé, environ 1 heure plus tard, la déchirure était indétectable. Elle avait remplacé les paillettes manquantes, fixant chacune avec un minuscule nœud solide. Elle se leva et tendit la tunique à Madame Rosa. La couturière examina le travail d'Hélène, retournant la manche, et tirant le tissu à la lumière. Elle passa ses doigts sur les coutures, cherchant le moindre défaut. Un lent sourire d'admiration se répandit sur son visage. « Ce n'est pas de la couture, madame, » dit-elle, sa voix dépourvue de son âpreté antérieure. « C'est de la sorcellerie. » Elle regarda la pile de costumes endommagés qui menaçaient d'engloutir l'atelier. « J'ai d'autres sorts à vous faire jeter, si vous avez le temps. » Hélène sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le sentiment d'être nécessaire, compétente, d'avoir un but. Elle prit la pièce suivante de la pile, une veste en velours rouge de dompteur, à laquelle il manquait un bouton en laiton. « J'ai tout le temps du monde, » dit-elle. Et pour la première fois, l'idée ne l'effraya pas. À des centaines de kilomètres de là, dans un appartement minimaliste surplombant les toits de Paris, Jean Dubois essayait de se concentrer sur un plan d'architecte. Mais les lignes bleues sur le papier se brouillaient devant ses yeux, se transformant en rayures rouges et blanches d'un chapiteau de cirque. Il se frotta les tempes, un mal de tête lancinant martelant derrière ses yeux. Le téléphone sonna. C'était Claire. Il répondit, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses qu'elle est arrivée ? À la maison de retraite ?» La voix de Claire était un filet d'anxiété. « Est-ce qu'elle a pris le taxi ? Et si elle ne l'a pas pris ? Et si elle est toujours là-bas, Jean ? » « Claire, calme-toi, » dit-il, bien qu'il ressentît la même inquiétude le ronger de l'intérieur. « Nous lui avons donné l'adresse, l'argent. Maman est une femme intelligente. Elle sait quoi faire. C'était la seule solution. Tu le sais. » C'était la phrase qu'ils se répétaient l'un à l'autre comme un mantra, la seule solution. La santé de leur mère était bonne, mais sa solitude et sa dépendance émotionnelle à leur égard étaient devenues, dans leurs esprits surchargés, un fardeau insupportable. Les appels en pleine journée, les petites urgences domestiques, la culpabilité qu'il ressentait, chaque fois qu'il ne pouvait pas lui rendre visite. La vie moderne, avec ses exigences implacables, ne semblait pas avoir de place pour les besoins lents et silencieux d'une mère âgée. « Je sais, mais la façon dont nous l'avons fait, » continua Claire, la voix brisée. Son visage dans la voiture quand nous sommes partis, je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête. C'était plus doux comme ça, insista Jean. Plus pour se convaincre lui-même qu'elle. Pas de dispute, pas de larmes interminables. Une coupure nette, elle va s'adapter. Le bon repos a des activités, d'autres personnes de son âge. Elle se fera de nouveaux amis. Ce sera mieux pour elle à long terme. Mieux pour elle ou mieux pour nous ? La question de Claire flotta dans l'air, chargée d'une vérité qu'aucun des deux ne voulait admettre. Il y eut un long silence au téléphone. Jean regarda autour de lui dans son appartement impeccable et silencieux. Des tableaux abstraits au mur, des meubles design, tout parfaitement rangé. C'était l'opposé de la maison de sa mère, avec ses bibelots, ses photos de famille poussiéreuses, l'odeur de tarte aux pommes et de lavande. Il avait échappé à ce monde, s'était construit une vie de succès et d'ordre, mais soudain, son appartement ne lui avait jamais semblé aussi vide et froid. « Nous avons fait ce que nous devions faire, Claire, » dit-il, la voix basse. « Maintenant, nous devons aller de l'avant et espérer qu'elle fasse de même. » Il raccrocha et retourna à son plan. Mais l'image qui persistait n'était pas celle de sa mère dans une confortable maison de retraite.
C'était l'image d'elle assise seule sur un banc, sous les lumières d'un cirque, avec sa meilleure robe et un mouchoir brodé dans sa poche, attendant un retour qu'ils savaient ne jamais arriver. L'efficacité de leur plan, qui leur avait semblé si logique et nécessaire, se révélait maintenant dans toute sa cruauté absolue. La coupure n'avait pas été nette, c'était une amputation. Et tous deux commençaient à ressentir la douleur du membre fantôme. Les journées d'Hélène au cirque de l'Étoile filante prirent un rythme surprenant. Les matinées étaient consacrées à l'atelier de Madame Rosa, où ses talents de couturière devinrent légendaires. Elle ne se contentait pas de réparer, elle embellissait, ajoutant de petites touches de broderie ou de dentelle qui redonnaient vie aux costumes usés. Les après-midi, cependant, lui apportèrent un but totalement inattendu. Le cirque abritait une demi-douzaine d'enfants, fils et filles des artistes qui voyagèrent avec la troupe. Ils recevaient des leçons d'un tuteur itinérant, mais l'enseignement était irrégulier et fragmenté. Un jour, Hélène était assise à l'extérieur de la roulotte de couture, à raccommoder une cape de velours, quand elle remarqua une jeune fille, d'une dizaine d'années peut-être, assise dans l'herbe, regardant un livre avec une expression de frustration intense. La jeune fille s'appelait Chloé. C'était la fille des trapézistes. Elle était un prodige dans les airs, se déplaçant avec la grâce d'un oiseau. Mais au sol, les mots sur une page étaient un obstacle insurmontable. Elle avait du mal à lire, et sa frustration se transformait souvent en crise de colère ou en apathie. Hélène l'observa un moment. Puis, le cœur battant un peu plus fort, elle s'approcha. « Ce livre a l'air très intéressant », dit-elle de la voix douce qu'elle avait utilisée pendant des décennies pour calmer les élèves anxieux. Chloé leva les yeux, ses yeux sombres méfiants. « C'est stupide », grommela-t-elle en refermant le livre d'un coup sec. Les lettres ne tiennent pas en place. Elles dansent et se mélangent. Hélène s'assit à côté d'elle dans l'herbe. « Tu sais, parfois, les meilleures danseuses ont besoin d'un bon partenaire pour les guider, » dit-elle. « Peut-être que ces lettres ont juste besoin de quelqu'un pour leur apprendre les bons pas. J'étais une bonne professeure de danse. Pour les lettres. » La curiosité l'emporta sur la méfiance de Chloé. Elle rouvrit le livre. Hélène ne la pressa pas. Elle commença simplement à parler des formes des lettres, comparant le S à un serpent qui glisse et le B à un bonhomme de neige. Elle transforma l'alphabet en une troupe de personnages, chacun avec sa propre histoire et sa propre personnalité. Jour après jour, la scène se répéta. Hélène et Chloé s'asseyaient ensemble pendant 1 heure. Hélène utilisait des cailloux pour former des mots, dessinait des lettres dans la terre avec une branche, chantait des chansons sur l'alphabet. Elle redécouvrit la joie d'enseigner, la magie de voir la compréhension s'épanouir dans les yeux d'un enfant. Elle réalisa que la dyslexie de Chloé n'était pas un obstacle, mais une manière différente de voir le monde. Les lettres dansaient vraiment pour elle, et le travail d'Hélène était de trouver la bonne chorégraphie. Lentement, miraculeusement, Chloé commença à lire. D'abord, des mots isolés, puis de courtes phrases, jusqu'au jour où elle lut une page entière de son livre à voix haute, sa voix trébuchant parfois, mais remplie d'un triomphe radieux. Quand elle eut terminé, elle regarda Hélène, les yeux brillants de fierté et de gratitude. La nouvelle se répandit dans le campement. Bientôt, d'autres enfants commencèrent à chercher Madame Hélène avec leurs cahiers et leurs doutes. L'espace à côté de la roulotte de couture se transforma en une petite salle de classe en plein air. Hélène ne réparait plus seulement les costumes des artistes. Elle tissait l'avenir de leurs enfants, un fil de savoir à la fois. Elle avait trouvé sa piste. Et ce n'était pas sous le grand chapiteau, mais dans le calme concentré des jeunes visages qui la regardaient, attendant la prochaine histoire, le prochain mot. Un soir, après que le dernier spectacle se soit terminé et que le campement se soit calmé dans un murmure de conversation et de musique douce, Hélène s'assit sur les marches de sa caravane. L'air était frais et portait l'odeur de terre humide et de foin. Elle ouvrit son sac et sortit le mouchoir en lin blanc, son talisman. Dans la faible lumière d'une ampoule suspendue à un poteau voisin, les petites violettes brodées semblaient presque vivantes. Elle porta le mouchoir à son visage et inspira profondément. Le tissu n'avait plus le parfum de lavande de ses armoires. Il portait désormais les odeurs de sa nouvelle vie, la poussière métallique des paillettes, le parfum de cannelle de la cuisine communautaire et une légère senteur de sueur. Mais si elle se concentrait tout au fond, elle pouvait encore trouver une trace du parfum d'Antoine, ou peut-être n'était-ce que son souvenir, aussi puissant que n'importe quelle fragrance. Des souvenirs de son mari refirent surface,
non pas avec la douleur aiguë de la perte récente, mais avec la douce tendresse d'un manque bien gardé. Elle se rappela comment il lui tenait la main lors de leur promenade, comment ses yeux souriaient, avant même que ses lèvres ne s'étirent, comment il savait toujours quand elle avait besoin d'une tasse de thé sans qu'elle le demande. Il l'aurait protégée de cela, pensa-t-elle. Antoine n'aurait jamais permis à Jean et Claire de la traiter de cette manière. Une vague de tristesse l'enveloppa, froide et lourde. La trahison de ses enfants était toujours une blessure ouverte. Parfois, pendant la journée, absorbée par ses tâches, elle parvenait à oublier. Mais la nuit, dans le silence, la douleur revenait. Comment avait-il pu? Comment l'amour qu'elle leur avait donné s'était-il transformé en quelque chose de si jetable? Elle déplia complètement le mouchoir. Sur les bords, presque invisibles, se trouvait le monogramme qu'elle avait elle-même brodé des décennies plus tôt. A and H, entrelacés. Antoine et Hélène. Une unité. Un pacte. Sa mort avait brisé le pacte physiquement, mais elle l'avait maintenu en vie dans son cœur, dans ses souvenirs, dans la façon dont elle avait élevé ses enfants, avec les valeurs qu'ils partageaient, tous deux. C'est du moins ce qu'elle pensait. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, vers la myriade d'étoiles qui brillaient d'une indifférence argentée. Elle se sentit si petite sous cette immensité. La femme qui avait été laissée sur un banc de cirque semblait une étrangère, un personnage d'une histoire triste qu'elle avait lue quelque part. Mais la femme assise sur les marches de la caravane, un mouchoir de souvenir à la main et le son d'un violon lointain venant de quelque part dans le campement, était différente. La douleur était toujours là, oui, mais ce n'était plus la seule chose qu'elle ressentait. Il y avait aussi la chaleur du bol de bouillie de Bastien, la gentillesse dans les yeux d'Auguste, le respect dans le sourire de Madame Rosa, et, surtout, l'éclat de triomphe dans les yeux de Chloé lisant sa première page. Elle plia soigneusement le mouchoir et le remit dans son sac. Les violettes d'Antoine représentaient un amour qui l'avait soutenu, mais les nouvelles textures et odeurs imprégnées dans le tissu représentaient une nouvelle forme de vie, une vie qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle commençait, étonnamment, à embrasser. La mélancolie ne disparut pas, mais elle s'installa à côté d'un nouveau et fragile bourgeon d'espoir. La nuit était encore longue, mais Hélène ne se sentait plus perdue dans l'obscurité. Elle avait ses propres étoiles pour la guider, là, sur le sol. L'école d'Hélène devint une institution non officielle au cirque de l'Étoile filante. Bastien Dubois, observant de loin, remarqua le changement. Les enfants semblaient de plus calmes, plus concentrés. Il y avait moins de disputes et plus de coopération. Il vit la valeur inestimable que cette femme discrète et digne apportait à sa troupe itinérante. Mais c'est un événement inattendu qui scella la place d'Hélène au cœur du cirque. Un après-midi, une pluie torrentielle transforma le campement en une mer de boue, forçant l'annulation des répétitions. Les enfants, coincés et ennuyés, devenaient agités. Leurs parents, inquiets du temps et de la perte de revenus, étaient tendus. C'est Chloé qui eut l'idée. « Madame Hélène !» cria-t-elle en courant vers la roulotte de couture où Hélène organisait des bobines de fil. « Racontez-nous une histoire. » D'autres enfants se joignirent au chœur. « Oui, une histoire. S'il vous plaît. » Hélène hésita. Elle leur lisait des histoires tirées de livres, mais n'en avait jamais raconté une de son cru. Elle regarda les visages impatients autour d'elle, encadrés par la porte de la roulotte, tandis que la pluie tambourinait sur le toit. « Très bien, » dit-elle, un sourire se formant sur ses lèvres. « Installez-vous. » Elle ne prit pas de livre. Au lieu de cela, elle puisa au fond de ses propres souvenirs, et elle commença à parler. Elle ne raconta pas de contes de fées avec des princes et des dragons. Elle raconta l'histoire d'un jeune garçon nommé Antoine, qui vivait dans un petit village et qui apprit à siffler toutes les chansons des oiseaux. Elle raconta la bravoure de sa propre mère pendant la guerre, qui cachait du pain sous les lattes du plancher pour nourrir les voisins. Elle raconta la fois où un cirque, très semblable au leur, visita sa ville quand elle était petite, et comment elle fut émerveillée par une équilibriste qui semblait danser avec la lune. Sa voix, calme et mélodieuse, tissa un sortilège. Les enfants se turent, les yeux écarquillés, transportés dans un temps et un lieu qui n'existaient que dans ses paroles. Les adultes, attirés par le calme, commencèrent à s'approcher. Madame Rosa arrêta son travail. Auguste s'assit sur une caisse voisine, et même Bastien Dubois s'adossa au chambranle de la porte, les bras croisés, écoutant attentivement. Hélène parlait d'un monde qui disparaissait, un monde de lettres manuscrites, de radios qui grésillaient, de communautés où tout le monde se connaissait.
mais elle le faisait d'une manière qui n'était ni nostalgique, ni triste, mais pleine de vie, d'humour et de sagesse. Ses histoires parlaient de résilience, d'amour, de petites joies et de tristesses universelles. Quand la pluie cessa et que le soleil de l'après-midi perça les nuages, jetant une lueur dorée sur le campement, Hélène termina sa dernière histoire. Un instant, un silence profond régna, comme si personne ne voulait briser le charme. Puis, Chloé commença à applaudir, et bientôt tout le monde se joignit à elle. Cet après-midi-là, Hélène Dubois cessa d'être seulement la couturière habile et l'institutrice improvisée. Elle devint la gardienne des histoires du cirque. Son passé, qui pendant si longtemps n'avait semblé qu'une collection de souvenirs à garder dans son cœur solitaire, se révéla être un trésor à partager. Et en offrant ces histoires aux autres, elle découvrit qu'elles ne perdaient pas leur valeur. Au contraire, elles devenaient plus riches, plus vibrantes, plus vivantes que jamais. Quelques jours après cet après-midi pluvieux, Bastien Dubois demanda à Hélène de venir à sa caravane. C'était le centre névralgique du cirque. Un bureau improvisé rempli de livres de contes, d'affiches anciennes et d'une carte de France couverte d'épingles colorées, marquant leur itinéraire. Bastien était assis à son bureau, une paire de lunettes de lecture sur le bout du nez, ce qui le faisait paraître moins comme un dompteur de lions et plus comme un érudit. Il fit signe à Hélène de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Madame Dubois » commença-t-il sans préambule. « Je vous ai observé. » Hélène attendit, les mains croisées sur ses genoux. « Vous réparez mes costumes mieux que quiconque je n'ai jamais eu. Vous apprenez à lire à nos enfants, ce que ni moi ni mes tuteurs itinérants n'avons réussi à faire avec autant de succès. Et, il marqua une pause, enlevant ses lunettes, vous leur avez donné quelque chose que même le meilleur des spectacles ne peut offrir. Un sentiment d'enracinement, d'histoire. Vous leur avez donné un passé. Il se pencha en avant, les coudes sur le bureau. Comme je l'ai dit à votre arrivée, ce cirque n'est pas une œuvre de charité. C'est une entreprise, une famille de travail. Et vous, madame, vous avez travaillé, plus que beaucoup. Il prit un morceau de papier sur le bureau. Ce n'était pas un contrat formel, juste une feuille de son grand livre. Mais il le poussa vers elle. Le cirque de l'Étoile filante se déplace vers le sud dans 2 semaines. Nous allons en Provence, puis sur la Côte d'Azur. La route est longue, dit-il. Je voudrais vous offrir officiellement une place parmi nous. Non pas en tant qu'invité, mais en tant que membre de la troupe. Vous aurez votre caravane, une petite rémunération pour vos leçons et votre couture. Vous serez notre institutrice et notre conteuse. Hélène regarda le papier vierge, puis le visage sérieux de Bastien. L'offre dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'était une invitation à appartenir. C'était une reconnaissance de sa valeur, non pas de son âge, ou de sa prétendue fragilité. Des larmes lui montèrent aux yeux, les premières larmes de joie qu'elle versait depuis très longtemps. « Monsieur Dubois, je ne sais que dire. »« Dites oui, Hélène, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Sa voix était étonnamment douce. Les étoiles filantes ne demandent pas si elles doivent traverser le ciel. Elles le font, c'est tout. Et vous, je pense, vous êtes l'une des nôtres. La mention de la maison de retraite à Lyon, le Bon Repos, traversa son esprit comme un écho lointain et absurde. Il voulait qu'elle se repose, qu'elle attende la fin dans un lieu stérile. Mais ici, au milieu du chaos vibrant d'un cirque, elle se sentait plus vivante que jamais depuis des années. Elle regarda Bastien, un homme qui voyait la force là où ses propres enfants voyaient la faiblesse, et sa décision fut prise. « Oui, monsieur Dubois, » dit-elle, la voix ferme et claire. « J'accepte. » Bastien sourit, un sourire franc et large qui transforma son visage sévère. Il prit un stylo et écrivit sur le morceau de papier « Hélène Dubois, institutrice et gardienne des histoires », et le lui tendit. « Bienvenue dans la famille, Madame Dubois », dit-il. En sortant de la caravane de Bastien, le contrat du cœur à la main, Hélène sentit le soleil sur son visage. L'avenir, qui lui avait semblé une page blanche et effrayante, était maintenant rempli de possibilités. La route devant elle était inconnue. Mais pour la première fois, elle ne l'affronterait pas seule. Ce soir-là, sous la lumière d'une petite lampe à huile dans sa caravane, Hélène ressentit un besoin pressant d'écrire. Elle prit une feuille de papier à lettres qu'elle avait trouvée dans sa valise et un stylo. Les mots qu'elle avait refoulés, la colère, la douleur, la confusion, devaient trouver une issue. Elle commença à écrire une lettre à Jean et Claire. « Mes chers enfants », le salut sonnait faux, ironique. Elle le raya et recommença. « Jean et Claire, je vous écris cette lettre,
sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour que je puisse moi-même comprendre. Peut-être parce que le silence que vous avez laissé derrière vous est assourdissant. Vous m'avez laissé devant un cirque. L'image de vous partant, sans regarder en arrière, est gravée dans ma mémoire. La surprise, la tromperie, la froideur de votre plan. Je me demande, à quel moment suis-je devenu un si grand fardeau? À quel moment la mère qui vous a élevé s'est-elle transformée en un problème à résoudre, un objet à jeter? J'ai lu votre billet. Mieux pour tout le monde. Le croyez-vous vraiment? Ou est-ce juste l'excuse que vous vous murmurez la nuit pour pouvoir dormir? Vous parlez de la complication de vos vies. Pensez-vous que la mienne était simple? Je vous ai élevé seule. Après le départ de votre père, j'ai travaillé, tenu la maison, soigné vos genoux écorchés et vos cœurs brisés. Mon amour pour vous n'a jamais été une complication. C'était le fondement de ma vie. Vous m'avez envoyé à un bon repos. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le cœur d'une mère ne se repose pas quand il est brisé. Vous ne m'avez pas donné la chance de parler, d'argumenter, d'exprimer ma peur. Vous avez pris une décision sur la fin de ma vie, comme si je n'en faisais déjà plus partie. Je me demande si vous pensez à moi, si vous vous demandez si je suis en sécurité, si je vais bien, ou si l'absence de mes appels n'est qu'un soulagement dans vos agendas chargés. La douleur que vous m'avez causée est profonde. C'est une trahison qui a redéfini tout ce que je croyais sur la famille, sur la loyauté, sur l'amour que je pensais avoir construit. Hélène s'arrêta, la main douloureuse à force de serrer le stylo. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, tachant l'encre à certains endroits. Elle relut ce qu'elle avait écrit. C'était la vérité. Chaque mot était un morceau de son âme blessée. Elle aurait pu continuer, décrire sa nouvelle vie, sa nouvelle famille, pour leur montrer qu'elle avait survécu, qu'elle s'était épanouie malgré eux. Mais soudain, elle réalisa qu'elle n'en avait pas besoin. Cette lettre n'était pas pour eux, elle était pour elle. L'acte de coucher ses sentiments sur le papier les avait extériorisés, leur avait donné une forme. Maintenant, elle pouvait les regarder en face, les reconnaître, et puis les laisser partir. Envoyer la lettre serait rouvrir la communication, les inviter à revenir dans sa vie, ne serait-ce que par le biais d'une dispute. Et elle ne le voulait pas, pas maintenant. D'un geste décidé, Hélène plia soigneusement la lettre. Elle ne la déchira pas. La déchirer aurait été un acte de colère. Au lieu de cela, elle la glissa à l'intérieur du livre de poèmes de Verlaine que Claire avait mis dans sa valise. Ce serait un marque-page, un témoignage silencieux d'une douleur qu'elle avait affrontée et qu'elle commençait à surmonter. Elle n'avait pas besoin de leur absolution. Elle n'avait pas besoin de leur pitié. Et, certainement, elle n'avait plus besoin de leur permission pour vivre. La lettre resterait là, entre les vers d'un poète qui écrivait sur la mélancolie et la beauté, une relique d'une vie passée. L'avenir était une page blanche, et elle écrirait elle-même la suite. La nuit avant que le cirque ne lève le camp pour se diriger vers le sud fut marquée par une tradition, le banquet de la route. Ce n'était pas un événement formel, mais un grand repas communautaire, une célébration du temps passé ensemble et un toast au voyage à venir. De longues tables furent installées en plein air, au centre du campement, éclairées par des guirlandes d'ampoules colorées et la lumière argentée de la pleine lune. Chaque famille apporta un plat. L'air était imprégné d'un délicieux mélange d'arômes. Le poulet rôti de Bastien, la paella de Madame Rosa, le goulash hongrois des acrobates et la contribution d'Hélène, une simple mais parfaite tarte aux pommes, faite selon la recette qui était sa signature depuis 60 ans. Hélène s'assit entre Auguste et Chloé. Elle portait une robe prêtée par Madame Rosa, d'un bleu ciel doux qui mettait en valeur l'argent de ses cheveux. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait partie intégrante d'une communauté vibrante et bruyante. Le son des rires, de plusieurs langues se mélangeant, d'un accordéon jouant une mélodie entraînante, était l'antithèse du silence de sa maison vide. Les gens venaient à elle, non pas avec pitié, mais avec une affection sincère. Le trapéziste, père de Chloé, la remercia formellement pour avoir aidé sa fille. Un jeune jongleur lui demanda conseil pour un chagrin d'amour. Madame Rosa insista pour qu'elle goûte un peu plus de paella. À un moment, Auguste se pencha vers elle. « Regardez autour de vous, Hélène, » dit-il, sa voix douce au milieu du bruit. « C'est notre folie. Nous sommes une collection de marginaux, de rêveurs, de gens qui ne trouvent pas leur place dans le monde extérieur. Et d'une manière ou d'une autre, ensemble, nous avons un sens. » Hélène regarda. Elle vit la force de Bastien, la passion de Rosa, la mélancolie poétique d'Auguste, l'énergie illimitée des enfants. Chacun était une pièce unique d'une mosaïque complexe et magnifique. Et elle, Hélène Dubois, l'institutrice abandonnée,
était maintenant une pièce de cette mosaïque. Sa douleur n'avait pas disparu, mais elle avait trouvé un endroit où reposer, entourée d'une vie qui l'acceptait entièrement, avec ses cicatrices et tout le reste. Plus tard, Chloé monta sur un banc et, d'une voix claire et un peu tremblante, lut un court poème qu'elle avait appris avec Hélène. Ce fut un moment de pure magie. Le campement se tut pour écouter la jeune fille qui, quelques semaines auparavant, pouvait à peine déchiffrer un mot. Quand elle eut terminé, les applaudissements furent tonitruants. Chloé courut vers Hélène et la serra fort dans ses bras. « Merci, mamie Hélène », murmura-t-elle. « Mamie, grand-mère ». Le mot, qui pendant si longtemps avait été associé à la douleur du rejet, sonnait maintenant doux et vrai. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé qui semblait assez proche pour être touché, Hélène réalisa que la famille n'était pas seulement une question de sang. C'était une question de choix, d'acceptation, de cœurs qui battent à l'unisson autour d'une table de banquet. Elle avait perdu une famille, mais, contre toute attente, elle en avait trouvé une autre. Et cette nouvelle famille était sur le point de l'emmener dans un vrai voyage. Un périple non seulement à travers la France, mais vers une nouvelle et inattendue phase de sa vie. Le cirque de l'Étoile filante voyagea vers le sud, une caravane colorée serpentant à travers les routes de campagne de France. Pour Hélène, chaque nouveau jour était une découverte. Les paysages changeaient, de la verdoyante vallée de la Loire aux champs de lavande de Provence. La vie sur la route était dure, mais stimulante. Elle poursuivit ses leçons et sa couture, et ses séances de contes devinrent un événement régulier, attendu par les enfants et les adultes. Dans une petite ville près d'Avignon, le cirque installa son campement pour une semaine. Leur arrivée fut annoncée dans le journal local, le Provençal. L'article mettait en avant les principales attractions, les lions de Bastien, les trapézistes volants, le clown-poète Auguste. Et, pour remplir la colonne, le journaliste ajouta une petite note d'intérêt humain sur la nouvelle recrue de la troupe. Le cirque s'enorgueillit également de sa gardienne des histoires, Madame Hélène Dubois, une ancienne institutrice qui enchante le jeune public avec des contes d'une France d'autrefois. Sa sagesse et sa grâce offrent un contrepoint serein à l'agitation du spectacle. À côté du texte, il y avait une petite photo, un peu floue, d'Hélène assise sur un banc avec Chloé et 2 autres enfants, tous la regardant avec adoration. À des centaines de kilomètres au nord, dans le village natal d'Hélène, une de ses voisines, Madame Perrault, une dame curieuse qui lisait le journal de bout en bout, rendait visite à sa sœur à Avignon. Elle feuilleta le journal local en prenant son petit déjeuner, et la photo attira son attention. « C'est étrange », murmura-t-elle. « Cette femme, elle ressemble tellement à Hélène Dubois. » Elle lut l'article. Le nom confirma ses soupçons. Hélène Dubois, au cirque. Madame Perrault était perplexe. Elle savait que les enfants d'Hélène l'avaient emmenée pour un long voyage. C'est du moins ce que Jean lui avait dit au téléphone quand elle avait appelé pour prendre des nouvelles d'Hélène quelques semaines plus tôt. Mais rejoindre un cirque, cela semblait incroyable. La voisine, mue par un mélange d'inquiétude sincère et d'une bonne dose de commérage, sentit qu'il était de son devoir d'informer la famille. Dès son retour chez elle, elle chercha le numéro de Jean dans son carnet d'adresses. Le téléphone sonna au bureau de Jean à Paris. Il était en pleine réunion importante. Il ignora le premier appel, mais quand le téléphone sonna de nouveau, il répondit avec impatience, s'attendant à ce que ce soit un client. « Allô, Monsieur Dubois, c'est Élodie Perrault, votre ancienne voisine, » dit la voix hésitante de la femme. « Excusez-moi de vous déranger, mais c'est à propos de votre mère. » Le cœur de Jean se glaça. Que lui est-il arrivé? Elle va bien? La maison de retraite a appelé? Maison de retraite? La voix de Madame Perrault était confuse. « Non, non, je l'ai vue. Enfin, pas en personne, sur une photo, dans le journal d'Avignon. Elle est avec un cirque, Jean. Le journal dit qu'elle est leur conteuse. » Jean resta silencieux. Un cirque. Le mot le frappa comme un coup de poing. Ses plans, son récit soigneusement construit selon lequel sa mère était en sécurité et bien soignée dans un établissement respectable, tout s'effondra. Elle n'était pas allée à Lyon. Elle était restée là-bas, avec ses gens. L'humiliation et la panique commencèrent à lui monter à la gorge. « Il doit y avoir une erreur, » dit-il, la voix tendue. « Non, j'en suis sûre. Le nom, la photo, c'est elle, » insista Madame Perrault. « J'ai juste pensé que vous devriez savoir. » Après avoir raccroché, Jean resta à fixer le vide, les voix de ses collègues en réunion devenant un bourdonnement lointain. Leur secret n'était plus en sécurité. Sa mère n'était pas un problème résolu. C'était une complication publique et itinérante. Il reprit le téléphone.
les doigts tremblants de colère et d'un sentiment inconfortable qu'il refusait de reconnaître comme de la culpabilité. Il devait appeler Claire, il devait en faire quelque chose. Il devait y aller et mettre fin à cette folie. La conversation téléphonique entre Jean et Claire fut une tempête d'accusations, de panique et d'autodéfense. « Un cirque! Comment as-tu pu laisser faire ça, Jean? C'était ton plan !» cria Claire, la voix stridente. « Mon plan? C'était notre plan, Claire. Nous étions d'accord, » rétorqua Jean, arpentant son bureau. « Comment pouvais-je savoir qu'elle resterait là-bas? Je pensais qu'elle aurait le bon sens de prendre le taxi pour Lyon. Le bon sens? Nous l'avons abandonnée, Jean. Devant un cirque. À quoi t'attendais-tu? » La voix de Claire se brisa en un sanglot. « Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que Madame Perrault va raconter dans tout le village? » La peur de l'exposition sociale était une force puissante. Leur image d'enfants dévoués, soucieux du bien-être de leur mère âgée, était en jeu. Le récit qu'ils s'étaient reconstruit pour eux-mêmes et pour les autres, que le déménagement dans une maison de retraite était une décision difficile mais nécessaire, prise par amour, était sur le point d'être révélé comme un mensonge commode. « Il faut qu'on y aille », dit Jean, la décision se formant dans son esprit. « Il faut qu'on la sorte de là. Maintenant. » Et lui dire quoi? « Pardon, maman. Nous t'avons abandonné, mais maintenant la voisine est au courant. Alors s'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions sauver les apparences ?» L'ironie dans la voix de Claire était cinglante. « Ne sois pas ridicule, » dit Jean. « Nous dirons qu'il y a eu un malentendu, que nous étions inquiets, que nous l'avons cherchée partout. Nous dirons que nous venons la secourir. » Secourir, le mot leur parut juste. Ils les replaçaient dans le rôle de protecteurs, d'enfants responsables. Ils n'étaient pas les méchants. Ils étaient les héros de l'histoire, venant sauver leur mère fragile et confuse des griffes d'une bande d'artistes de cirque. Ils planifièrent le voyage avec la même efficacité qu'ils avaient planifié l'abandon. Jean annula ses rendez-vous. Claire inventa une excuse à son mari et laissa les enfants chez une amie. Le lendemain, ils étaient sur la route, roulant vers le sud en direction d'Avignon, la même voiture qui avait emmené leur mère en exil maintenant engagée dans une prétendue mission de sauvetage. Pendant le long trajet, ils parlèrent à peine. Le silence dans la voiture était lourd, dense de pensées inexprimées et de culpabilités inavouées. Ils répétèrent ce qu'ils diraient, comment ils agiraient. Ils seraient doux, mais fermes. Ils exprimeraient leur inquiétude et leur soulagement de l'avoir retrouvée. Ils n'accepteraient pas un non comme réponse. Ils s'accrochaient à l'image de leur mère telle qu'ils la connaissaient. Une femme âgée, un peu fragile, dépendante, quelqu'un qui avait besoin d'être pris en charge, même contre son gré. C'était une image qui les réconfortait, qui justifiait leurs actions passées et futures. Ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils allaient secourir n'était plus la même personne qu'ils avaient laissée derrière eux. L'Hélène qui les attendait n'avait pas besoin d'être secourue. Elle s'était déjà sauvée elle-même. Ils trouvèrent le cirque installé dans un grand champ en périphérie de la ville, le chapiteau rayé se découpant sur le ciel bleu de Provence. L'air était chaud et sec, sentant la poussière et le pin. Le son d'une musique entraînante et les rires d'enfants flottèrent vers eux alors qu'ils garèrent la voiture. Jean et Claire sortirent du véhicule, ajustant leurs vêtements de ville coûteux, qui semblaient déplacés dans cet environnement rustique. Ils se dirigèrent vers le campement, leur visage un mélange de nervosité et de détermination. Ce qu'ils virent les fit s'arrêter net. Sous l'ombre d'un grand arbre, assise sur une chaise en toile, se trouvait Hélène. Mais ce n'était pas l'Hélène fragile et recroquevillée qu'ils gardaient en mémoire. Cette Hélène était radieuse. Elle portait une simple robe en coton, mais d'une couleur vive qu'ils ne lui avaient jamais vue porter. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant au gré de la brise. Elle riait, d'un rire sincère et chaleureux qu'ils n'avaient pas entendu depuis des années. Elle n'était pas seule. Elle était entourée d'un petit groupe d'enfants, dont une jeune fille aux cheveux sombres assise à ses pieds, la tête posée sur ses genoux. Un clown âgé se tenait à côté d'elle, lui montrant un tour avec une pièce de monnaie. Un grand homme barbu, qui semblait être le chef de l'endroit, observait la scène avec un sourire affectueux. C'était un tableau d'appartenance, de bonheur détendu. Jean et Claire restèrent paralysés, invisibles un instant à la périphérie de la scène. Cette image ne correspondait pas à leur récit. Où était la victime qu'ils étaient venus secourir? La femme devant eux ne semblait ni confuse, ni effrayée. Elle semblait chez elle. C'est Chloé qui les vit la première. Elle toucha le bras d'Hélène et pointa dans leur direction. Hélène tourna la tête. Son sourire s'effaça lentement,
remplacée par une expression de calme et de sérénité neutre. Il n'y avait ni choc, ni colère, ni même surprise. C'était comme si elle les avait attendus. Elle se leva lentement, avec une grâce qui surprit ses enfants. Le groupe autour d'elle se tut, sentant le changement d'atmosphère. Bastien fit un pas en avant, protecteur. Auguste posa sa main sur l'épaule d'Hélène, un geste de soutien silencieux. Hélène fit quelques pas vers Jean et Claire, s'arrêtant à une distance qui maintenait un espace clair entre eux. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol, et pendant un instant, ils restèrent tous les trois là, dans un silence chargé, deux mondes entrant en collision sous le ciel de Provence. « Jean, Claire », dit Hélène. Sa voix n'était pas celle d'une mère qui gronde, ni celle d'une victime qui pleure. C'était la voix calme et ferme d'une femme qui connaissait sa propre valeur. « Que faites-vous ici ?» La question simple les désarma complètement. Toutes les répliques qu'ils avaient répétées, toutes les expressions de fausse inquiétude, semblèrent soudainement ridicules et vides face à la dignité tranquille de leur mère. « Maman, nous étions si inquiets, » balbutia Claire, faisant un pas en avant, les mains tendues dans un geste de supplication. « Nous sommes venus te chercher, pour te ramener à la maison. » Hélène ne bougea pas. Son regard croisa celui de sa fille, et c'était un regard qui ne contenait aucune illusion. « La maison ?» répéta-t-elle. Le mot doux mais tranchant. « Quelle maison, Claire ? Celle dont vous m'avez emmenée avec un mensonge ? Ou la maison de retraite à Lyon où vous m'avez expédiée avec un billet ?» La franchise de la déclaration frappa Claire comme une gifle. Elle recula, sans voix. Jean, reprenant contenance, prit les choses en main. Sa voix était celle de la raison, la voix qu'il utilisait pour dominer les réunions et persuader les clients. « Maman, c'était une erreur, la façon dont nous avons fait les choses. Mais nos intentions étaient bonnes. Nous ne pouvions plus te donner l'attention que tu mérites. Nous pensions qu'un endroit avec des professionnels, avec des gens de ton âge. Vous avez pensé pour moi, » l'interrompit Hélène, son calme imperturbable. « Vous avez décidé pour moi. Vous ne m'avez pas traité comme votre mère, mais comme un problème logistique, un point à rayer d'une liste de tâches. » Elle fit un geste large, indiquant le campement autour d'elle. « Ici, les gens ne voient pas un problème. Ils voient une personne. Ils m'ont donné un but, pas seulement une chambre pour attendre la mort. » Bastien, Auguste et les autres se tenaient à distance, donnant de l'espace à la famille, mais leur présence silencieuse était un témoignage puissant. Ils étaient la nouvelle réalité d'Hélène. « C'est ridicule !» explosa Jean, la frustration brisant enfin sa façade. « Ce n'est pas une vie pour toi. Vivre dans une caravane, voyager avec des saltimbanques. Tu es Hélène Dubois, une institutrice respectée. Qu'est-ce que les gens vont penser ? » « J'ai passé 84 ans à me soucier de ce que les gens pensent, » répondit Hélène. Et pour la première fois, une note d'acier entra dans sa voix. « Je me suis souciée de ce que mes élèves penseraient, de ce que mes voisins penseraient, et par-dessus tout, de ce que mes enfants penseraient. Mais la vérité, Jean, c'est que vous ne pensiez pas à moi, vous pensiez à vous-même, à votre confort. » Elle les regarda l'un après l'autre, son regard s'adoucissant un peu, la colère laissant place à une tristesse profonde, mais résolue. « Je ne vous déteste pas, croyez-le ou non. Je vous aime, parce qu'une mère n'arrête jamais d'aimer ses enfants. Mais je ne peux plus vivre ma vie en fonction de vos besoins. Je ne reviendrai pas. Pas dans ma maison vide, à attendre des visites qui ne viennent jamais, et certainement pas au bon repos que vous aviez prévu pour moi. C'est ma maison maintenant, » continua-t-elle, la voix ferme. « Ce sont mes gens. Je suis utile ici. Je suis aimée ici. Je suis vue ici. » Le silence qui suivit fut seulement rompu par le bruit du vent dans les arbres. Jean et Claire regardèrent leur mère, et peut-être pour la première fois, ils la virent vraiment. Non pas comme un fardeau, ni comme une responsabilité, mais comme une femme à part entière, avec sa propre force, sa propre volonté, sa propre vie. Et ils réalisèrent, avec une clarté écrasante, qu'il n'y avait rien là pour eux à secourir. C'étaient eux qui étaient imperdus. La défaite se lisait sur les visages de Jean et Claire. Toutes leurs justifications, tout leur récit de sauvetage, s'étaient désintégrés sous la lumière impitoyable de la vérité que leur mère leur avait présentée. Claire fut la première à céder. Les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin librement sur son visage. « Pardonne-moi, maman », murmura-t-elle, la voix brisée. « Nous avons été égoïstes, cruels. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Jean resta silencieux, la mâchoire serrée, luttant contre sa propre fierté. Admettre l'erreur,
C'était admettre une défaillance monumentale, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant que la personne contrôlée et rationnelle qu'il croyait être. Hélène s'approcha de Claire et, à la surprise de tous, lui toucha doucement le bras. « Je te pardonne, Claire, » dit-elle, et il n'y avait aucune condescendance dans sa voix, seulement une compassion lasse. « Et je te pardonne aussi, Jean, même si tu ne peux pas le demander. » Elle regarda son fils, et son regard était d'une profonde compréhension. « Je sais que vous n'avez pas agi par méchanceté. Vous avez agi par faiblesse, par stress, parce que vous étiez submergé par un monde qui en demande trop à tout le monde. Je comprends. Mais comprendre ne signifie pas accepter, et pardonner ne signifie pas oublier. » Elle retira sa main. « Mon choix est fait. Je reste. C'est mon chemin maintenant. Vous devez suivre le vôtre. » C'était une démission, non pas de son amour, mais de son rôle d'obligation dans leur vie. Elle les libérait, non pas pour eux, mais pour elle-même. En leur pardonnant, elle se libérait du poids de l'amertume, la dernière chaîne qui la lia au passé. « Mais, et tes affaires? Ta maison ?» demanda Jean, s'accrochant aux détails pratiques, la seule chose qu'il pouvait encore traiter. « La maison peut être vendue, » dit Hélène simplement. « Mes affaires ne sont que des objets. Ce qui compte, je le porte ici, » dit-elle en touchant son cœur, et ici, en touchant sa tête. « Je n'ai besoin de rien d'autre. » Elle se retourna, prête à rejoindre sa nouvelle famille. Mais elle s'arrêta et jeta un dernier regard en arrière. « Vivez vos vies, mes enfants. Soyez heureux et essayez d'être plus gentils, envers vous-même et envers les autres. C'est la seule leçon qu'il me reste à vous enseigner. » Sur ce, elle s'éloigna, retournant à l'ombre de l'arbre, où Auguste l'attendait avec un verre d'eau. Bastien lança un dernier regard à Jean et Claire, un regard qui ne contenait aucun triomphe, seulement un avertissement silencieux. Puis, il suivit Hélène. Jean et Claire restèrent seuls au milieu du champ. L'expédition de sauvetage avait échoué de manière spectaculaire. Ils n'avaient pas sauvé leur mère. Ils l'avaient perdue. Non pas à la mort ou à la sénilité, mais à une vie qu'elle avait choisie elle-même. Une vie dans laquelle ils n'avaient plus de rôle central. En retournant à leur voiture, sous le soleil éclatant de Provence, ils portèrent le poids non seulement de leurs actions, mais aussi de la liberté inattendue et non désirée que leur mère leur avait accordée. Les mois se transformèrent en une année. Le cirque de l'Étoile filante poursuivit son périple, un ruban de couleurs et de vie se déroulant sur la carte de France. Ils passèrent un hiver sur la douce côte d'Azur et un printemps dans les champs fleuris d'Alsace. Et Hélène était avec eux, une partie intégrante et aimée de la tapisserie du cirque. Sa petite caravane était devenue un foyer. Les murs étaient décorés de dessins d'enfants et de fleurs séchées qu'elle cueillait lors de leurs arrêts. Sur la petite étagère au-dessus de son lit, le livre de poèmes de Verlaine côtoyait un coquillage de la Méditerranée et une pomme de pin de la forêt noire. Elle n'était plus seulement la couturière ou l'institutrice. Bastien, reconnaissant son don, avait créé un nouveau segment au début du spectacle, destiné aux familles. Avant que les lumières principales ne s'allument, Hélène s'asseyait sur une chaise au bord de la piste, sous un unique projecteur doux, et racontait une courte histoire. Ses contes sur la France d'autrefois, sur des actes de bonté et de résilience, devinrent une attraction très appréciée, un moment de calme et de connexion avant l'explosion d'énergie du spectacle principal. Les gens l'appelaient « la conteuse ». Sa relation avec Jean et Claire trouva un nouvel et délicat équilibre. Ils appelèrent de temps en temps. Les conversations étaient retenues, prudentes. Ils ne lui demandaient plus de revenir. Au lieu de cela, il s'enquérait de ses voyages, des enfants, de sa santé. Hélène, de son côté, s'informait de leur vie, de leur travail, de leurs enfants. Il y avait une distance, une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais il y avait aussi le début d'une nouvelle forme de relation, basée sur le respect mutuel, plutôt que sur l'obligation. Une fois, Claire lui envoya une photo de ses enfants, et Hélène la plaça sur son étagère, à côté du coquillage. Un soir, dans une petite ville de Bretagne, le cirque se préparait pour le spectacle. Hélène était dans sa caravane, arrangeant ses cheveux, quand Chloé entra en courant, les yeux brillants d'excitation. « Mamie Hélène, viens voir, la première étoile du soir est apparue. » Hélène sourit et suivit la jeune fille à l'extérieur. Le ciel était d'un indigo profond, et une unique étoile argentée brillait intensément au-dessus du grand chapiteau. L'air salin de l'Atlantique soufflait doucement. « C'est beau, n'est-ce pas ?» murmura Chloé. « Oui, ma chérie, c'est une étoile filante, » dit Hélène, bien qu'elle sût que ce n'était pas le cas. On dit que si tu fais un vœu à une étoile filante,
Il se réalise. « Tu as fait un vœu, mamie Hélène ?» demanda Chloé. Hélène regarda le chapiteau illuminé, entendit le son de l'orchestre qui s'échauffait, sentit la petite main confiante de Chloé dans la sienne. Elle pensa à la femme qui avait été laissée sur un banc, seule et le cœur brisé, et elle pensa à la femme qu'elle était maintenant, entourée d'amour, avec un but et un ciel entier d'étoiles pour toi. « Non, ma chérie, » répondit-elle, la voix remplie d'une paix profonde. « Je n'en ai pas besoin. Tous mes vœux ont déjà été exaucés. » L'histoire de Madame Hélène Dubois n'est pas celle d'une fin, mais d'une transformation. La trahison qui aurait dû la briser est devenue le catalyseur de sa libération. Le cirque, lieu d'illusion, est devenu la scène de sa vérité la plus authentique. Elle a appris que l'âge n'est pas un épilogue, mais peut-être un nouveau et passionnant chapitre, écrit selon ses propres termes. Elle a découvert que l'amour peut se trouver dans les endroits les plus inattendus et que la famille est, en fin de compte, la communauté qui nous choisit et que nous choisissons en retour. L'abandon qu'elle a subi fut cruel, mais il l'a conduite à un endroit où elle n'était pas définie par son passé ou par ses relations, mais par sa contribution présente, par sa sagesse et par la chaleur qu'elle irradiait. Son parcours nous rappelle que, même lorsque le scénario de nos vies est radicalement modifié par d'autres, nous tenons toujours le stylo. Nous avons le pouvoir de réécrire notre propre histoire, de trouver de nouveaux personnages, de découvrir de nouveaux décors et surtout, de trouver un nouveau sens. Hélène n'est pas devenue une victime de l'histoire de ses enfants. Elle est devenue l'héroïne de la sienne. Et sa scène, le petit cercle de lumière au seuil d'un chapiteau de cirque, est devenue aussi vaste et significative que n'importe quelle autre dans le monde, peut-être même plus, car elle était éclairée non pas par des lumières artificielles, mais par la lumière authentique de la résilience humaine. L'histoire d'Hélène, comme tant d'autres, nous rappelle que la scène de la vie peut changer, mais que notre rôle est toujours choisi par nous. Si ce parcours de résilience et de redécouverte a résonné en vous, aidez notre troupe de conteurs à s'agrandir. Laissez votre j'aime pour applaudir la force d'Hélène. Commentez ce qui vous a le plus touché dans ce récit et, surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres histoires comme celle-ci trouvent leur public et leur lumière. Votre abonnement garantit que le rideau se lèvera toujours sur un nouveau et captivant voyage. À la prochaine histoire.